Facile. Nous allons attendre pile poil 13 heures en heure de Paris pour démarrer ce webinaire consacré à la manière de réussir ces interviews en télé. Donc bonjour à tous ceux qui sont là. Vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat si vous voulez, ça me fera plaisir. Et puis, donc voilà, je vous propose d'attendre pile 13 heures pour démarrer. Et voilà, je me réjouis d'échanger à nouveau avec vous. Bonjour Ben, bonjour Aline. Plaisir de vous retrouver peut-être pour certains d'entre vous qui êtes des fidèles de ce webinaire, sinon pour une première fois. Allez, c'est parti, top chrono, il est 13 heures. C'est parti pour ce webinaire sur la manière de réussir ces interviews en télé. Je m'appelle Sophie Baker, je suis coach, formatrice, consultante en prise de parole face aux médias, donc ce qu'on appelle le média training, et puis de manière plus générale en prise de parole face à tout type de public. J'accompagne des dirigeants, des managers, des élus sur toutes ces situations et c'est sur la base de cette expertise et de cette expérience que j'ai construit ce webinaire donc qui va nous accompagner jusqu'à 13h45 en heure de Paris. Je précise que j'ai une approche de la prise de parole face aux médias et de la prise de parole face au public en général par la construction du récit. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Je suis une ancienne journaliste de l'audiovisuel et je me suis rendu compte des difficultés qu'avaient mes interlocuteurs qui débarquaient en studio pour avoir une parole courte, efficace, intéressante, concrète. Et donc, c'est tout ça que j'ai observé et j'y apporte des réponses donc, dans l'exercice de mon métier. Donc, vous avez commencé à utiliser le chat et je vous recommande chaudement de continuer de le faire, même si je ne vais pas pouvoir répondre forcément à toutes vos questions. Mais en tout cas, je vais essayer de répondre aux grands ensembles, à ce que je vois de là où je me tiens, c'est-à-dire face à ces dirigeants qui m'interpellent sur leur situation de prise de parole en plateau télé. Et puis, si vous avez des questions plus particulière, plus spécifique, ce qui est probablement le cas, que ce soit pour vous en tant que dirigeant ou bien en tant qu'attaché de presse, responsable de communication, que vous êtes aussi peut-être ici, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Vous avez dans la barre du haut, donc dans la barre verte en haut, vous avez le bandeau pour prendre rendez-vous et nous pourrons ainsi échanger pendant une dizaine de minutes sur vos questions spécifiques, votre situation spécifique. Mais là, je vais déjà commencer à essayer d'y répondre de la manière la plus comment dire, en prenant en compte les questions qui viennent le plus souvent. Et la question qui vient le plus souvent, je ne sais pas si vous en avez une, vous pouvez commencer à y réfléchir et à mettre dans le chat. La question qui vient la plus souvent, c'est comment gérer le stress en studio télé. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que je constate, même avec des personnes qui sont très rodées à la prise de parole, qui ont l'habitude d'adresser des grands groupes parce qu'ils sont à la tête de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de collaborateurs, même pour ces personnes-là, quand on rentre dans un studio, que ce soit un studio télé ou un studio de radio, et il y a toujours un stress attaché à cette situation. Parce que c'est impressionnant. Alors, je ne sais pas si vous avez vous-même l'habitude de rentrer dans un studio, mais en tout cas, vous pouvez poser la question à quiconque le fait, y compris d'ailleurs aux journalistes, et donc cette journaliste que j'étais. Jusqu'au bout, il y a quelque chose de particulier dans un studio TV et donc il y a une surcharge de stress par rapport déjà au stress habituel qu'on peut avoir en situation de prise de parole quand on est face à un grand groupe ou quand on est dans une situation difficile, quand on a face à soi des collaborateurs mécontents. Dans toutes ces situations, en tout cas, la question du stress, c'est toujours la première question qu'on me pose et on va voir ensemble comment arriver à déminer cette dimension de stress.
je vous attends en commentaire, hein. Est-ce que vous avez cette expérience-là, pour certains d'entre vous, peut-être déjà, hein, voilà, du stress dans un studio. Avant de continuer, d'ailleurs, je voudrais dire que vous pouvez vous retrouver dans un studio de radio ou de télévision, soit parce que vous êtes interpellé par l'actualité, vous êtes un acteur de l'actualité, et donc les médias vous demandez d'intervenir en tant que partie prenante, hein, commentateur ou acteur de l'actualité, mais de plus en plus souvent aussi, vous avez des chaînes de télévision qui vont proposer aux dirigeants des créneaux payants. Hein, je pense par exemple à BFM Business, je pense par exemple à une télé du web qui s'appelle Bismart, qui propose des créneaux payants. Et bien sûr, ma recommandation, moi, si on me pose la question, c'est de dire, mais prenez ces créneaux-là, parce qu'aujourd'hui, passer en télé, réussir une interview télé, eh bien, c'est résolument voilà, une manière de se mettre en visibilité, de gagner en influence, de gagner en crédibilité, de se démarquer aussi de la concurrence. Alors, il y a Stéphanie qui nous dit qu'elle vient de faire sa première interview télé début juillet. Ah, voilà, je serais ravie d'en savoir un petit peu plus. Bon, là, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, si vous voulez partager votre expérience par rapport à cette première question du stress, par exemple, eh bien, on sera ravis de vous lire dans le chat. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est comment soigner son image. Alors, cette question de l'image, évidemment, elle est très importante parce que quand on va en télé, eh bien, c'est pour qu'on apparaisse, hein, pour qu'on soit en visibilité. Et donc, comment soigner son image? Alors, on va commencer par parler du dress code, par exemple. Il faut, c'est ma recommandation, rester dans les clous, c'est-à-dire prendre les codes habituels de la bonne conduite, on va dire, dans la société française et plus largement dans la société occidentale. Donc, je recommande chaudement chemise et veste pour vous les messieurs et pour vous les dames, quelque chose également de la veste, voilà, de la veste, quelque chose qui se tient bien. Hein, pas de choses mouvantes, bougeantes, parce qu'en fait, ça ressort très mal à l'antenne. J'ai l'expérience, pas plus tard qu'hier, d'avoir travaillé en préparation d'une interview avec une jeune femme. Elle avait une très jolie veste à motifs. Elle était très jolie dans la vraie vie, la veste, mais la dame aussi. Et à l'antenne, à l'image, la veste ne passait pas du tout. Hein, c'était très moche, ça brouillait. On se demandait ce que c'était que ces motifs. On cherchait en fait à savoir ce qu'est ces motifs. Et en fait, l'attention de l'auditoire est complètement, du coup, attirée par autre chose. Donc, évitez les gros bijoux, vous, mesdames. Évitez les trucs qui bougent, qui sont très souples et qui peuvent être très jolis dans la vraie vie. Soigner l'image, c'est déjà soigner le dress code. Là aussi, je vous attends dans le chat. Est-ce que vous avez des expériences comme ça de passage antenne où résolument c'était voilà, la catastrophe ou au contraire très chouette en matière de dress code? Alors ça, c'est une première chose sur soigner son image. Il y a autre chose aussi, c'est quelle posture adopter. Si vous êtes en plateau télé, vous allez probablement avoir des chaises hautes, un peu comme des chaises de bar, hein, avec un dossier très petit et une sorte de barre pour pouvoir poser les pieds, un peu comme dans un étrier. Donc, c'est fait exprès. Alors, souvent, les dirigeants que j'accompagne me disent, mais c'est très inconfortable. Ben, justement, le but du jeu pour les journalistes, c'est que ça soit inconfortable pour pas que vous vous affaliez, pour pas que vous vous avachissiez, hein, pour pas que ni même que vous ayez la tentation, voilà, de prendre appui avec vos coudes. En fait, l'idée, c'est que vous soyez dans l'élan, dans l'énergie, et donc pour cela, que vous soyez juste assis sur vos deux fesses, éventuellement en point d'appui avec les pieds sur cette barre, comme si vous vous adossiez, appuyé sur un étrier. Mais en tout cas, il faut vraiment se tenir bien droit pour soigner son apparence, ne pas avoir l'air justement perdu, voilà, affolé. Hein. Parfois, il y a des gens qui débutent et voilà, qui manifestement roulent les yeux, voilà, sont très désorientés parce qu'une fois encore, un studio télé, c'est une ambiance particulière, c'est des gens qui travaillent, hein, donc vous avez un ou plusieurs journalistes, vous avez un ou plusieurs contradicteurs, vous avez en régie le caméraman, le preneur de son, éventuellement le réalisateur. Donc en fait, c'est très processé et donc c'est tout cet ensemble
voilà, qui provoque le stress et qui oblige à soigner son image, que ce soit dans le dress code, dans la manière de se tenir. Et puis, il y a aussi la question, voilà, non, alors les gros bijoux ethniques, Aline, voilà, on enlève aussi parce que les bracelets risquent de cogner sur la table et donc de faire des bruits parasites. Voilà, donc voilà, tout ça, voilà, tout ça, ça fait partie des codes et c'est donner une image, je dirais, professionnelle que de respecter les codes. C'est pour ça que c'est important. Et puis, il y a aussi une autre question qu'on me pose souvent, c'est qui je dois regarder ou quoi je dois regarder. Donc, toujours le journaliste qui vous pose des questions et jamais chercher la caméra du regard, hein, parce que sinon, on a vraiment l'impression que vous êtes complètement perdu sur ce plateau télé. Donc, voilà, vous regardez la personne qui vous pose la question. Et voilà, en général, voilà, ça doit être le journaliste. Voilà sur la question de soigner l'image. Et puis ensuite, il y a comment faire passer ces messages. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, sur lequel j'insiste et qui est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on regarde une émission, hein, on a l'impression que que le journaliste pose des questions et puis que après tout, eh bien, il y a juste à répondre aux questions des journalistes. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que si vous restez je vais reprendre un peu plus tard la question de la respiration ventrale. Je note. Si vous restez attaché aux questions des journalistes, donc on est là sur le sujet de comment faire passer ces messages. D'ailleurs, personnellement, je préfère conjuguer le mot message au singulier. Hein, si on veut faire passer son ou ses messages, en tout cas, il va falloir enjamber les questions des journalistes. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou pas, le journaliste, lui, avec ses questions, il peut vous emmener quelque part où ce n'était pas prévu. Alors, il peut le faire exprès, mais dans des situations plus banales, on va dire, il peut tout à fait, sans le vouloir, en toute bonne foi, hein, sans vouloir vous tendre de pièges, vous savez, les fameux pièges que les journalistes vous tendraient, en fait, ils sont beaucoup moins nombreux que vous l'imaginez, et la plupart du temps, d'expérience, aussi bien comme journaliste que comme coach en média training, vous tombez vous les personnes qui êtes interviewées, hein, vous tombez dans des pièges que vous vous tendez tout seul. Mais bon, on pourra en reparler individuellement plus longuement si ce sujet-là du piège des journalistes voilà, vous intéresse. Mais en attendant, la question du journaliste ne doit pas vous faire dévier de ce que vous voulez pour vous comme résultat antenne. C'est-à-dire que si vous acceptez, voire même si vous payez hein, sur des programmes payants, si vous acceptez, si vous êtes d'accord pour passer en interview télé, eh bien, il faut que ça soit bénéfique pour vous. Et donc, il faut qu'à l'arrivée, vous ayez fait passer votre message principal. Et donc, pour ça, il faut avoir préparé du matériau narratif avant. Et vous ne pouvez pas vous dire, bah, OK, le journaliste, il est sympa, il va me poser forcément les bonnes questions parce que c'est un bon professionnel. Et puis moi, je vais me contenter de répondre à ces questions. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus contre-intuitif, parce que, contrairement à une situation de prise de parole ordinaire, par exemple, je pense à une prise de parole en conférence, eh bien, il y a quelqu'un qui vous pose des questions, qui vous interrompt en plateau télé. Okay, donc, on croit qu'il suffit de répondre. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là aussi, vous pouvez demander à quiconque a un tout petit peu l'habitude de passer dans les médias et en particulier en télé. Et si jamais il ne vous confirme pas tout ce que je vous dis, alors je vous promets de vous payer un magnum de champagne. La respiration ventrale est-elle une condition sine qua non pour diminuer le stress et la voix tremblante, demande Latif. J'imagine que Latif est le prénom, enfin je ne sais pas. En tout cas, pour vous répondre, et ça va nous amener sur la suite, pour moi, d'expérience, le plus important, c'est d'arriver avec ce que j'appelle du matériau narratif, c'est-à-dire savoir déjà ce qu'on veut dire compte tenu de cette situation pour laquelle on est interpellé, sollicité par les médias.
que ce soit pour une sollicitation d'actualité, donc non payante, ou que ce soit pour une sollicitation payante pour rentrer dans un créneau d'émission, comme notamment sur BFM Business, il y a pas mal de créneaux avec des chefs d'entreprise, des créneaux qui peuvent voilà, vous intéresser. Donc, en fait, c'est ça qui va faire diminuer le stress, c'est-à-dire en ayant compris le cadre de jeu, du jeu éditorial, et en ayant déjà préparé ces éléments de message, préparé son matériau narratif. Après, bien sûr que toutes les techniques, pour tous ceux d'entre vous qui faites du yoga, de la méditation, voilà, des exercices de concentration ou du sport, tout ce que vous pourrez verser comme technique complémentaire à ce que je suis en train de vous dire, donc soit la préparation du message, ça peut bien sûr vous aider. Mais de mon point de vue, de là d'où moi je parle avec mon expérience donc d'ancienne journaliste qui interviewait des gens en studio et depuis 15 ans de coach et formatrice en prise de parole face aux médias et face à tout type de public, eh bien je peux vous dire que ce qui rassure, ce qui installe aussi bien aussi dans la posture, dans l'image, tout ce qui installe la dimension de quelqu'un qui intervient, c'est le contenu, c'est la qualité des contenus. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est mon approche. Après, vous avez d'autres approches. Vous avez des gens des coachs qui vont privilégier les techniques de théâtre, d'inspiration. Mais mon approche à moi, c'est vraiment celle de la construction du récit. Aline demande, ne reçoit-on pas habituellement en amont une liste de questions relatives à l'interview? Alors, c'est possible, surtout quand c'est payant, que vous ayez la liste des questions. Mais moi, je vous recommande de toujours être préparé au fait que le journaliste va partir ailleurs. Pourquoi? Parce que le journaliste, lui, il cherche l'audimat. Il cherche il cherche à faire en sorte que son auditoire reste accroché et que l'interview qu'il est en train de faire de vous intéresse suffisamment son auditoire pour qu'il reste accroché et qu'il reste accroché jusqu'au bout. Donc, si l'interview est plan-plan, si vous répondez d'une manière, on va dire, comment on appelle ça, scolaire, voilà, c'était le mot que je cherchais. Si vous êtes trop scolaire, si vous répondez aux questions de manière très formelle, voilà, en mode plan-plan, je ne sais pas le dire autrement, eh bien là, le journaliste, probablement, il va interrompre le déroulé de ces questions et il va rebondir sur quelque chose que vous avez dit pour mettre du rythme, pour mettre de la dynamique. Tiens, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez, dans une interview, on va dire, normale, ordinaire, est-ce que vous connaissez la durée de parole que le journaliste va vous laisser en moyenne? Est-ce que vous savez, pour le dire autrement, au bout de combien de temps vous risquez qu'il vous interrompt parce que c'est trop plan-plan et que l'auditoire risque de s'ennuyer? Est-ce que vous en avez une idée? Alors pour l'instant, il n'y a personne qui réagit dans le chat. Donc, ça y est, 20 secondes. Ok, pas mal. Allez-y, quelqu'un d'autre d'expérience ou simplement d'expérience de téléspectateur? 1 minute, 20 secondes. Ben, effectivement, vous êtes quelque part entre les deux. On va dire que sur une interview d'actualité, donc là, sur un modèle non payant, d'actualité, parce que vous êtes partie prenante d'une manière ou d'une autre de l'actualité, eh bien, vous allez avoir 30 secondes de temps de parole maximum, avant que le journaliste vous interrompe. Pourquoi? Parce qu'il gère son audimat. Donc, il faut que ça soit dynamique. 1 minute max, alors 2 minutes non, ou alors là, vraiment, on est ailleurs, on n'est pas dans la vraie vie. Mais voilà, 1 minute max quand on est sur des formats payants où vous avez un tout petit peu plus de latitude, un tout petit peu plus de… voilà, on vous laisse un tout petit peu plus de temps de parole parce qu'il y a moins, voilà, il y a moins cette pression médiatique, cette pression de l'actualité. Donc, oui, vous pouvez demander à avoir la liste des questions, mais attention, ce n'est pas une obligation pour la rédaction, pour le journaliste, de vous la fournir. Et d'ailleurs, assez souvent, ce qui se passe, c'est que c'est un assistant au journaliste présentateur qui va vous proposer un déroulé de questions, qu'il va ensuite donner au présentateur, mais le présentateur, lui, il va aussi bouger son déroulé de questions. Le journaliste part du principe que vous connaissez vos sujets, que vous savez gérer la situation, que vous savez ce que vous voulez dérouler, amener sur le tapis. Donc, en fait,
Pour lui, la trame des questions, c'est pas quelque chose de couler dans le bronze, hein. C'est une trame, mais il a tout à fait le droit, au sens même juridique du terme, il a tout à fait le droit de s'en éloigner. Bon, j'aime bien quand vous me posez des questions parce que ça me permet d'être au plus près de, voilà, au plus près de vos attentes. Donc, allez-y, continuez. Donc, après ces questions clés, donc le stress, l'image et puis la construction du message, je vous dirais, comme je vous l'ai déjà dit, que en fait, tout ce que je vous propose, c'est bien parce que ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier. Et je pense en particulier à quelqu'un que j'accompagne en ce moment, qui est un dirigeant d'une entreprise dans le secteur de l'éolien. Et donc, il a extrêmement l'habitude de faire des prises de parole publiques parce que très souvent, il intervient face à des élus, également dans des réunions publiques d'information face aux administrés d'une commune ou d'une communauté de communes dans laquelle ils vont implanter des éoliennes et bien sûr les gens ne sont pas d'accord. Donc il a tout à fait l'habitude de la prise de parole, on va dire au sens alors ordinaire, conflictuel, hein. Enfin, il a l'habitude de monter au créneau. Et donc, il a besoin, je vois une nouvelle question, je la prendrai tout à l'heure. Donc, il a besoin pour sa visibilité, pour gérer son influence, augmenter son influence, de passer dans les médias. Et il a eu une première expérience où il est parti la fleur au fusil en se disant bah, je connais mon sujet, donc bah, je vais y arriver. Et puis, bah, en fait, il est sorti de là hyper frustré parce qu'il a suivi les questions des journalistes, donc il s'est fait embarquer sur un domaine qu'il n'avait pas du tout envie d'explorer, qu'il n'avait pas du tout prévu d'évoquer. Donc, à certains moments, on le voit dans ses yeux, dans la manière dont il se comporte, qu'il est complètement désarçonné. Et en fait, ça a été une catastrophe en termes d'image. Et malheureusement pour lui, bah, c'est des images qui restent sur la toile et donc qui sont très pénalisantes pour lui. Et donc, il m'a dit quelque chose que souvent me disent les champions que j'accompagne. Il m'a dit, mais si j'avais su, je serais venu bien avant, parce qu'il a bien identifié cette dimension très à contre-pied, contre-intuitive de la situation d'une prise de parole en studio télé. En studio radio, vous allez avoir les mêmes contingences. Maintenant, il y a des caméras dans les studios radio, ça ne vous a pas échappé, j'espère. Donc, en fait, les modalités narratives vont être les mêmes. Et je dirais même qu'en radio, c'est souvent encore plus rapide, encore plus exigeant. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il n'y a pas d'image. Donc, il faut que les séquences de prise de parole soient encore plus rythmées, encore plus courtes, encore plus dynamiques, encore plus imagées. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la deuxième partie de ce webinaire. Alors, dans le cadre de la prise de parole lors d'une conférence ou devant ses collaborateurs, une peur s'installe. Avant que je commence, aussi, j'ai la voix qui tremble. Oui, bah écoutez, là, vraiment, je vous recommande de considérer la construction du contenu, la construction du propos. En fait, plus on est au clair sur ce qu'on va dire et la manière de le dire, et plus on va être assuré, et plus le corps va lui-même éprouver cette assurance. En fait, avec votre question, Latif, je réponds déjà à un point que je soulève plus loin, c'est la boucle de rétroaction verbale, non verbale. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Plus je suis sûre de ce que je dis, plus mon non-verbal est assuré dans toutes ces dimensions, posture, gestuelle, ancrage, etc. Et dans le débit de voix exactement. Moins je suis au clair, plus mon corps va témoigner de mon manque d'assurance. Et en fait, ma recommandation pour vous, Latif, c'est vraiment de travailler la construction du contenu. On va voir comment dans les minutes qui viennent. Alors, Stéphanie, je suis sortie aussi frustrée de mon interview parce que la journaliste a réutilisé tout ce que nous avons préparé ensemble et j'ai eu l'impression de ne plus rien avoir d'intéressant et de nouveau à dire. Effectivement, alors ça, c'est très souvent le cas et merci pour cette intervention, Stéphanie. C'est-à-dire que la journaliste, elle a préparé son interview avec vous, donc elle vous a posé des questions, elle vous a donné des billes. Je prends un exemple. Par exemple, vous lui avez dit que tel dossier engageait 3000 personnes et coûtait 30 millions d'euros. Donc, en fait, elle a mis les 3000 personnes et les 30 millions d'euros dans ses questions. Et derrière, vous avez été en peine, effectivement, parce qu'à part redire qu'effectivement, ça coûtait 30 millions d'euros, bah, vous n'aviez plus grand-chose à dire. Et en fait, c'est là où j'en arrive sur la question de la construction narrative. Donc, je vais avancer un petit peu dans mes slides parce que je voudrais aller
d'un coup d'un seul sur ce que j'ai appelé la méthode du losange, et qui est une méthode que j'ai construite pour justement construire des contenus de qualité. Parce que je m'étais rendu compte une fois encore, quand j'étais journaliste, que en fait, les personnes ne savaient pas ce qu'il fallait amener dans le récit pour faire une interview réussie. Et donc, la méthode du losange, donc là, vous voyez le logo de la méthode du losange, et vous voyez la une d'un des livres que j'ai écrit sur la prise de parole. Donc, vous pouvez tout à fait trouver tout cela sur Internet. La méthode du losange, c'est une méthode de construction de contenu. Et en fait, Stéphanie, ce qu'on aurait travaillé ensemble, si on avait travaillé, ça aurait été votre storytelling, ce qu'on appelle le storytelling en termes, voilà, en termes de communicants, c'est-à-dire les 30 millions. Eh bien, c'est comment, qu'est-ce que c'est que ces 30 millions? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec ces 30 millions? Comment vous faites pour en arriver à 30 millions? C'est-à-dire illustrer ces 30 millions. Le storytelling, c'est amener de l'illustration, c'est amener de l'exemple visuel très concret dans le récit pour pouvoir étayer, pour pouvoir nourrir, pour pouvoir étoffer le récit. C'est vraiment ça qui est la clé, c'est vraiment ça qui est attendu par le journaliste et aussi par son auditoire, évidemment. Donc, si je remonte sur les clés que je peux vous donner, donc ça, c'est voilà, les clés pour réussir votre interview, eh bien, la première recommandation que je peux vous faire, c'est de comprendre les règles du jeu en studio. Donc, on vient d'en parler. Les règles du jeu, c'est de comprendre que le journaliste, lui, il veut que ça soit intéressant pour que l'auditoire reste. Il veut que vous sachiez porter votre récit dans toutes ses dimensions, donc non verbales et verbales, que vous sachiez le porter avec assurance et que ça soit intéressant. Il veut que vous sachiez vous arrêter au bout de 30 secondes, mais que vous sachiez aussi continuer tout seul. Bref, il veut que tout d'un coup, pendant les 7 minutes, 7, 8, 9 minutes que dure une interview au maximum en général, hein, eh bien, il veut que tout d'un coup, vous soyez un professionnel de la réponse à l'interview. Et ça, c'est quelque chose de très différent de je connais mon sujet, je bosse dans le secteur depuis 20 ans, et donc je saurai répondre à toutes les questions. La question n'est pas est-ce que vous savez répondre à toutes les questions, la question c'est comment vous vous servez des questions pour faire passer votre message. Donc ça aussi, là, je suis en train de vous donner une clé importante. C'est pas savoir répondre à toutes les questions, c'est comment je me saisis de la question du journaliste pour délivrer mon message. Et donc, enjamber la question, ce que certains appellent le block and bridge. Moi, j'ai l'habitude de dire, il ne s'agit pas de répondre aux questions, mais de répondre à la situation pour laquelle vous êtes interpellé. Donc ça fait une grosse, voilà, ça fait une grosse différence. Évidemment, dit Yacine, il faut faire une première bonne impression tout de suite, que ça soit auprès du journaliste ou bien auprès de l'auditoire. Ça veut dire qu'il faut commencer par le plus intéressant, par le plus important. Il faut commencer par être tout de suite en dynamique. Hein. On n'a pas le droit d'être en mode diesel. Très souvent, je travaille avec des champions, hein, des personnes, des dirigeants, des managers, des experts, des élus aussi parfois, qui me disent « Ah, ben moi, je suis en mode diesel. Au bout de 2-3 minutes, c'est bon. » Ah mais oui, mais pendant 2-3 minutes, au bout de 2-3 minutes, il n'y a plus personne. Hein, parce que l'attention de l'auditoire aujourd'hui est extrêmement volatile. Aussi parce que la bande passante est saturée. Donc, renseignez-vous, et en tout cas, moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne un champion en média training. Je lui explique comment ça marche, un journaliste, une rédaction, une ligne éditoriale, les attendus des journalistes pour que le porte-parole puisse se caler dans ces règles du jeu-là. C'est très important. Ensuite, comment alors, attendez, je ne suis pas du tout au bon endroit. Voilà. Préparer les éléments de message. Donc, j'insiste, je l'ai déjà dit, mais je répète, pour réussir votre interview en télé, vous devez déjà savoir ce que vous allez dire avant même qu'on vous pose la première question. Vous avez compris le cadre, puisque vous connaissez les règles du jeu, vous avez compris le cadre, vous avez éventuellement préparé l'interview avec la journaliste, donc vous avez compris ce qu'elle avait en tête, et en vis-à-vis, vous avez préparé les éléments de message. Et c'est ça que vous allez trouver dans la méthode du losange, et c'est là-dessus que j'accompagne. J'accompagne donc sur la construction du récit, notamment sur cette dimension de focalisation. Focalisation, ça veut dire c'est comme un coup de zoom.
C'est-à-dire que je décide, moi, le porte-parole, l'interviewé, je décide, moi, qu'est-ce que je veux mettre en lumière? Qu'est-ce que je mets dans l'ombre et qu'est-ce que je mets dans les feux des projecteurs? Évidemment, vous ne mettez sous les feux des projecteurs que quelque chose de vrai, hein, de véridique, et vous le construisez, c'est ma recommandation, en mode actif. Comment nous faisons telle ou telle chose? Donc, plutôt que des belles considérations intellectuelles, être dans une dimension très concrète, très factuelle du récit, et dans cette dimension très importante de focale. Qu'est-ce que je choisis de raconter? Je choisis de raconter la dernière belle opération que j'ai menée dans le contexte de mon entreprise, l'éolien tout à l'heure pour voilà, pour ce champion que j'ai en tête. Est-ce que je choisis de raconter comment j'ai réussi malgré tous les obstacles, ou nous avons réussi dans ma boîte malgré tous les obstacles à réaliser telle ou telle chose? Ou bien je raconte comment c'est compliqué et comment ça ne marche pas. Ben non, évidemment, moi je vous recommande d'avoir une dimension proactive et de témoigner de ce que vous avez réussi à faire, bien sûr, malgré les difficultés, mais il y a des difficultés partout. Donc, se raconter une belle réalisation plutôt que de se plaindre. L'auditoire n'en peut plus des gens qui se plaignent à l'antenne. Hein, c'est pour ça qu'on n'écoute plus les hommes politiques. C'est pour ça qu'on n'écoute plus la radio ni on regarde la télévision, parce que tout le monde se plaint tout le temps. Et vous, si vous arrivez grâce à la méthode du losange, ou une autre méthode, hein, si vous préférez, et si vous arrivez grâce à la méthode que je vous recommande à avoir un discours proactif, positif au sens proactif, constructif, eh bien, vous allez raisonner autrement. Hein, vous allez raisonner en solutionnaire, enfin raisonner au sens du tam-tam qui résonne. Hein. Voilà, donc préparer les éléments de message, ce qu'on appelle le pitch, ce qu'on appelle le storytelling aussi, pour avoir cette dimension proactive, dynamique. Et si vous faites ça, tout votre body language sera proactif, donc travailler l'articulation verbale, non verbale. Je l'ai déjà évoqué en réponse à une question qui était posée sur la voix qui tremble. Je trouve que vous ne posez pas beaucoup de questions. Donc, je suis un petit peu, voilà, je trouve ça un peu dommage que vous ne profitiez pas du fait que, voilà, que vous avez ce webinaire pour poser des questions, mais peut-être que vous êtes en train de maturer et de réfléchir. En tout cas, pour revenir à cette articulation verbale, non verbale, comme je l'ai déjà dit, moi, c'est ce que j'ai dans la tête qui se voit sur le corps. Est-ce que vous savez ce que recouvre le non-verbal? Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Qui a écouté? Qu'est-ce que c'est que le non-verbal en prise de parole? Que ce soit face aux médias ou face au public. Allez, le chat. Oh, c'est encore les vacances. Hein. Alors, Yacine, communication corporelle, la gestuelle, 80. J'imagine que c'est des pourcentages, n'est-ce pas? Ok, donc dans le non-verbal, alors ouais, langage corporel, mais c'est un petit peu synonyme. Hein, ancrage, tic de langage, regard. Ah, ça y est, le chat se met en mouvement, les mimiques, oui. Donc, dans le non-verbal, on a l'habitude de distinguer le visuel, c'est-à-dire ce que votre public voit de vous, et le vocal, c'est-à-dire ce que le public entend de vous, perçoit avec ses oreilles, on va dire. Donc, dans la dimension visuelle de l'expression non-verbale, on va avoir l'ancrage, effectivement, la posture, la gestuelle, le regard, les mimiques, le sourire, le dress code, le fond quand on est en visioconférence, mais aussi dans la vraie vie, si jamais vous n'êtes pas en studio, mais que vous êtes par exemple dans les locaux de votre entreprise. Donc ça, c'est le visuel. Et dans le non-verbal, on a aussi le vocal. Donc on va avoir le débit de voix, les inflexions, la prononciation, les pauses, l'articulation, hein, pour bien se faire comprendre. Et donc, les 80%, d'ailleurs c'est un peu plus, même c'est 93%, on a l'habitude de compter 55% d'impact pour le visuel, c'est-à-dire pour ce que votre auditoire comprend de vous avec ses yeux, d'où l'histoire de la bonne impression qui a été soulevée tout à l'heure par l'un de vous. Donc 55% pour le visuel et 38% pour le vocal. Le débit, la prononciation, les inflexions, les pauses. Donc 55 et 38, ça fait 93% d'impact pour le non-verbal et 7% seulement pour le verbal. Attention, c'est bien ce qu'on a dans la tête
qui est porté par le corps. Donc, c'est pour ça que je travaille sur la construction du récit, je travaille sur la construction de l'argumentaire, je vous aide à être très au clair avec ce que vous avez l'intention de dire dans votre tête, parce que c'est ça qui guide toute l'expression non verbale. C'est comme ça que ça fonctionne et pas dans l'autre sens. Donc, quels exercices pouvez-vous donner pour mieux poser sa voix? Alors, ce que je peux déjà vous recommander, c'est de faire une prise de parole de 1 ou 2 minutes à peine et de vous enregistrer. Et le plus simple pour vous enregistrer, c'est de travailler avec l'enregistreur vocal de votre smartphone. Enregistrez-vous et écoutez le débit. Écoutez les pauses, c'est-à-dire les points dans une phrase. Essayez de construire en mode sujet, verbe, complément, point. Et déjà là, vous allez voir que naturellement, avec une construction en phrase courte, eh bien, vous allez pouvoir ponctuer et donc poser votre voix. Et ça, voilà, entraînez-vous voilà, entraînez-vous et puis vérifiez l'entraînement en vous réécoutant. C'est voilà, c'est hyper formateur, on va dire, hein. C'est hyper aidant. Comment travailler? J'ai un visage peut-être dur et un visage froid lié au stress. Ouais. Alors, en visioconférence, si vous faites de la visioconférence, évidemment, ma recommandation, c'est que vous branchiez la caméra. Et en visioconférence, comme on n'arrête pas de se voir, et je vous recommande de vous voir quand vous parlez, eh bien, en visioconférence, c'est assez facile de se forcer à sourire. Après, on ne peut pas tout le temps se dire, OK, je me force à quelque chose, je me force à sourire. Aussi, quand même, au passage, plus on sourit, plus ça éclaircit la voix et plus ça permet de la poser aussi pour répondre à la question précédente. Après, moi, j'ai vraiment une seule réponse, c'est clarifier l'intention de votre récit. Plus vous êtes au clair avec ce que vous voulez dire, plus vous allez pouvoir déstresser et plus naturellement le visage va se détendre. En fait, nous sommes un corps holistique. Alors pour les ingénieurs, je vais traduire holistique par systémique. Ça veut dire que tout est en un. Quand je suis stressée, quand je suis préoccupée, ben, en fait, tout mon corps va porter cette préoccupation. Mon front va se plisser, mon regard va se baisser, mon corps va se recroqueviller. Plus je suis au clair, plus je suis, oui, au clair, hein, plus j'ai ouvert, plus je suis au clair avec ce que j'ai à dire, eh bien, plus tout mon corps va porter cette dimension de clarté et tout va se détendre. Et pour le regard, puisque j'ai vu passer une question sur le regard, plus le regard va naturellement lui aussi trouver sa place. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre encore à vous dire? Je vois d'autres questions, mais franchement, prenez rendez-vous pour qu'on continue voilà, d'en discuter au plus près de vos attentes. Donc, et vous? Hein, et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Alors, pareil, garder le timing, bah, c'est s'enregistrer et vérifier le timing en se servant de l'enregistreur vocal. Alors, les recommandations que j'ai à vous faire, parce que l'heure tourne, projetez-vous sur une situation d'intervention en télé. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve sur un plateau de télé sans l'avoir voulu. Ça c'est arrivé à une personne que j'accompagne qui est un élu, parce que je travaille aussi un peu avec les politiques, qui est un élu, et le matin, il s'était fait agresser. Bon, heureusement, sans gravité, mais quand même une situation d'agression face à d'un élu, tel que malheureusement, ça arrive. Et le soir, il était sur France 3. Et entre-temps, il avait été sollicité par BFM, par CNews, tout d'un coup, parce que son actualité à lui résonnait aussi dans un cadre plus large. Donc c'est là où je vous disais, c'est important de comprendre comment fonctionnent les médias pour se rendre compte qu'il y a une situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver à l'antenne. Et le matin, quand il s'est levé, il n'avait pas pensé qu'il allait se faire agresser. Il n'avait pas pensé qu'il allait se retrouver sur un plateau télé. Donc malheureusement, ça peut arriver très vite. Donc, il y a certains d'entre vous qui sont peut-être dans des configurations où, parce que l'actualité est en train de faire le buzz à tel ou tel endroit, eh ben, ma recommandation, c'est de vous préparer. Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ce que je vous souhaite, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais que vous voulez profiter des créneaux payants, eh bien, demandez-vous qu'est-ce qui peut intéresser de votre actualité, de votre action,
qu'est-ce qui peut vous intéresser, qu'est-ce qui peut intéresser les médias, et essayez de vous projeter sur une situation d'intervention en télé dans laquelle vous pourriez faire valoir votre action, votre activité, votre personne en tant que dirigeant. Euh, voilà. Essayez de vous dire que la télévision, ce n'est pas pour les autres et que vous pouvez ou vous risquez de vous retrouver sur un plateau peut-être plus vite que vous ne l'imaginez et peut-être plus facilement si vous le souhaitez. Et moi, je vous recommande de monter au créneau, de vous saisir de ce média parce que en termes de visibilité, en termes d'influence, en termes de lobbying, c'est quand même un super média dont certains dirigeants ont vraiment tort de se passer. Ensuite, rodez votre pitch et votre storytelling. Hein, le pitch, c'est le message principal. Le storytelling, c'est les illustrations. C'est tout ce qui, comme je le disais tout à l'heure, étaye, nourrit, met du contenu. Et met du contenu, j'aime bien parler de contenu en mode waouh! Il faut que vous suscitiez du waouh chez le journaliste et chez vos interlocuteurs. Ah ouais, waouh, vous faites ça. Ah waouh, mais je ne savais pas. Ah mais waouh, c'est super intéressant. Donc ça, évidemment, ça se travaille. Pour ma part, je le travaille, vous avez compris, avec la méthode de construction narrative du losange. Vous pouvez trouver plein d'autres coachs formidables qui vont vous aider à construire votre storytelling, à construire votre pitch qui est le fil conducteur du récit pour ne pas vous faire piéger par le journaliste, pour arriver avec du matériau narratif, pour devenir ce qu'on appelle dans les rédactions, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça qu'on parle dans les rédactions, pour devenir un bon client. Hein, un bon client, bien c'est un interlocuteur, un porte-parole dont nous, les journalistes, on a compris qu'il connaissait les techniques, qu'il connaissait les règles du jeu et qu'il avait des choses à raconter. Ayez des choses à raconter. Donc, de nouveau, principe de focalisation, pas toute l'histoire, mais qu'est-ce que je mets dans le scope, dans la focale. Et puis, s'entraîner à blanc, s'enregistrer, visionner, se réécouter. C'est hyper important. Je travaille avec des personnes qui passent à la télévision très souvent et qui jamais ne se regardent. Et donc, du coup, qui ne voient jamais le résultat antenne, ce qu'on appelle, nous, les journalistes, le résultat antenne. Si vous voulez progresser, si vous voulez devenir un bon client, si vous voulez vraiment faire du média télévision quelque chose qui va booster votre activité, qui va vous démarquer de la concurrence, qui va convaincre vos investisseurs, qui vont convaincre vos clients. Si vous voulez faire du média télé, vraiment un relais d'influence important, eh bien, il va falloir que vous délivriez quelque chose de qualité. Et cette chose de qualité, eh bien, il faut visionner, regarder, se réécouter, voir ce que ça donne, parce que sinon, on ne peut pas progresser. Et je peux vous garantir que nous, les journalistes, eh bien, nous nous réécoutons, nous nous revisionnons, nous nous re-regardons parce que nous voulons sans cesse vérifier que ce que nous délivrons, c'est au meilleur de la qualité perçue par l'auditoire, notamment sur le rythme, notamment sur la posture, notamment sur voilà, tous les éléments, tous les critères qui font d'un passage antenne, d'un passage caméra, un passage de bonne qualité et qui aide donc de votre visibilité. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est quand on se plante une fois à l'antenne, je peux vous dire que la personne que je vous citais tout à l'heure, elle s'en mord les doigts encore aujourd'hui. Quelle est votre méthode préférée pour être au clair, telle que vous projetez pendant vos visios? Je suis désolée, mais je ne comprends pas bien la question. Ma méthode préférée, c'est celle que j'ai créée, c'est la méthode du losange. C'est une méthode de construction narrative avec 3 éléments clés. C'est une technique. En fait, je travaille comme un coach sportif et c'est pour ça que le dernier slide de ma visio, c'est l'image d'un coach sportif. Je donne une technique. Je mets mes champions en situation de s'entraîner et on filme. Et puis ensuite, on va débriefer sur la base d'une critère d'évaluation professionnelle de la performance. C'est une grille que j'ai créée, qui est attachée donc à la technique, la méthode du losange.
Et c'est sur la base de cette grille de critères que je travaille et que j'accompagne mes champions pour monter en compétences. Comment garder le timing? Et puis après, je prends les autres questions. On a encore 1 minute 30, je crois. Comment garder le timing? Alors ça, j'ai déjà répondu rapidement en vous disant que le moyen, c'était de s'enregistrer. Mais effectivement, c'est une question qui est très sensible. D'abord parce que le journaliste, en télé comme en radio, va être extrêmement exigeant sur la maîtrise du temps passé, hein, beaucoup plus que quand on prend la parole en public sur une conférence, tout simplement parce que la radio comme la télévision sont minutées à la seconde près, à minuter, seconder, parce que, pourquoi? Parce que l'émission d'après doit partir à l'heure fixe, parce que la pub doit partir à l'heure. Donc cette question du timing, elle est extrêmement sensible en télévision. Et le meilleur moyen de se rendre compte de ce que ça fait de ne parler que 30 secondes, et parfois encore moins, eh bien, c'est de le tester, de s'entraîner avant. Je vous ai dit que voilà, l'enregistreur vocal de votre smartphone est vraiment un outil hyper précieux pour ça. Et donc, voilà, pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans 30 secondes, dans 10 secondes, dans 1 minute de prise de parole. Et bien sûr, et c'est là-dessus que je vais finir, qui peut le plus, peut le moins. Donc, toutes les bonnes recommandations que je vous ai données pour les prises de parole face aux médias, eh bien, elles sont tout à fait transposables dans toutes vos prises de parole en public. Hein. Une fois encore, c'est face à la télé, c'est ce qu'il y a de plus exigeant, mais votre public, en prise de parole en public, est exigeant aussi. Donc, tout ce qu'on s'est raconté, ça vaut en toute situation. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une belle reprise, une belle rentrée, et je serai ravie de vous retrouver dans un autre cadre. Ciao, ciao, à bientôt.